Bernard Kouchner, vous avez été ministre français des Affaires étrangères, vous avez été gouverneur du Kosovo sous l'égide de l'ONU pendant 2 ans, et vous avez été dans les années 70 l'un des fondateurs de Médecins sans frontières, ou des French Doctors comme on les appelle aujourd'hui à travers le monde. Et justement, vous avez été à l'origine de la création du premier hôpital français, hôpital humanitaire en Afghanistan. Comment avez-vous suivi cette débâcle, ce fiasco américain, ce retrait de l'Afghanistan et ce retour précipité des talibans au pouvoir? Je ne dirais pas que c'est une accélération de l'histoire. Ça, nous verrons. Si c'est une accélération, c'est dans quel sens? Nous ne le savons pas. Ce qui est certain, c'est que la fin des guerres, le départ des troupes qui étaient investies dans les conflits, c'est toujours un chaos. Ce chaos, semble-t-il, aurait pu être un peu mieux préparé par les Américains, je le pense. Mais pour avoir assisté à la chute de Saïgon, je sais que ça aussi, ça aurait pu être pire. On verra bien, mais je crois, pour les Américains en tout cas, et pour le monde occidental, qui a été très souvent, pendant ces années, ces 20 dernières années, aux côtés des Américains, je crois que les peuples américains seront contents de ne plus être en guerre. Je pense que M. Joe Biden retrouvera sa popularité dans quelques semaines. Mais maintenant, sur le fond, il faut constater que les entreprises occidentales, pour établir peu ou prou, le mot démocratie est un peu fort, mais pour aider les gens qui réclamaient, car toutes les interventions ont été réclamées, qu'elles soient humanitaires ou qu'elles soient militaires, ou les deux. Donc je crois que ça ne sert à rien. Je suis désolé de dire ça abruptement, ça ne sert à rien. Il faut trouver une autre méthode pour aider les gens qui en ont besoin, les gens qui sont pauvres, car c'est la pauvreté qu'on trouve à chaque fois. Alors, est-ce que M. Biden avait dit au président Obama qu'il n'était pas d'accord avec sa politique en Afghanistan et que ce qu'on appelle la contre-insurrection, dont les militaires américains trouvaient le modèle dans ce que les Français avaient fait en Algérie. C'est un curieux modèle, car nous avons perdu. Est-ce que partout l'extrémisme musulman ou l'extrémisme islamique gagne? Je crains qu'il ne gagne dans beaucoup d'endroits. Est-ce que c'est la forme achevée de l'aide et de la démocratie? Pas du tout. Est-ce que ça va refluer, qu'on s'appellera, enfin on s'apercevra, pardon, qu'on peut travailler plus près des populations, je l'espère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, quand on a créé Médecins sans frontières, en 1971, nous sortions, les gens qui ont créé ça, de la guerre du Biafra-Nigeria. Personne ne croyait qu'on ferait quelque chose. Mais nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un succès mondial, c'est le prix Nobel de la paix, etc. Est-ce qu'on avait prévu ça? Pas du tout. Est-ce qu'on pouvait nous parler de cette réussite-là? On ne l'aurait pas cru. Alors, cette idée d'avoir des peuples plus proches les uns des autres, avoir une position commune, rien que de l'Europe, notre échec, c'est l'Europe, l'Union européenne. Ça, oui, c'est un échec. Alors, il y a 70 ans, en gros. Est-ce que c'est assez? Apparemment, non. Est-ce que cette défaite, parce que vous savez, les talibans, ils ont gagné la guerre. Bon, c'est comme ça. Ça ne me plaît pas, mais ils ont gagné la guerre. Ce constat d'échec par rapport aux interventions militaires qui viennent prétendument compléter des actions humanitaires, est-ce que ce n'est pas de votre part une remise en question du principe de l'ingérence humanitaire dont vous avez été l'un des théoriciens et qui a marché plus ou moins dans certains cas comme au Kosovo, mais qui s'est soldé par des échecs cuisants en Afghanistan, comme en Irak, comme au Sahel? Nous avions bien fait et nous ferons bien en aidant les plus malheureux. Je parle de l'ingérence
humanitaire, que de temps en temps, cette ingérence, cette façon d'aider, d'être aux côtés des autres, qu'est-ce que c'est l'ingérence? Le mot fait peur. Eh bien, disons aux côtés des gens, avec eux. Ça, c'était l'humanitaire. Parfois, ce fut accompagné par des opérations militaires, et vous avez cité le Kosovo. Mais le Kosovo, c'est un succès. Le Kosovo, comme par hasard, on aidait la population musulmane. Et c'est un succès. Et il n'y a plus de guerre, et il y a... C'est encore difficile entre les Serbes et les Kosovars, mais ça s'arrangera. Le temps, vous savez, le temps, ça se compte en dizaines, vingtaines d'années. C'est jamais immédiat. Oui, le Kosovo, c'est un succès. Comme d'ailleurs la Macédoine, maintenant devenue Macédoine du Nord, eh bien c'est un succès. Nous avons, la communauté internationale, c'était à l'appel des populations locales. C'est toujours... Nous ne devons pas improviser, ce n'est pas une guerre de conquête, même en termes humanitaires. On nous demande, on refuse, on accepte. En Macédoine, nous avions envoyé des casques bleus, la communauté internationale avait envoyé des casques bleus. Il n'y a pas eu de guerre. Elle l'avait fait à titre préventif. Donc l'idée, c'est d'être préventif. C'est facile à dire et presque impossible à faire. Voilà. Nous sommes devant cette réalité-là. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et là, en Afghanistan, malheureusement, 40 ans après, 45 ans après, il faut bien se souvenir qu'il y a eu d'abord une invasion soviétique, qu'il y a eu une demande d'aide de la part des populations civiles pas contre cette invasion, c'était de l'humanitaire, il n'y avait pas d'armée, mais nous étions obligés de creuser des hôpitaux dans la montagne ou d'amener de loin les médicaments, les vivres, etc. Et nous l'avons fait. Après, n'oublions pas non plus que les Américains ont créé les étudiants islamistes qui sont devenus les talibans. Pourquoi? Parce qu'ils luttaient contre l'Union soviétique. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique étaient véritablement en confrontation, non pas militaire, mais ils ne voulaient pas le devenir. Donc après, ça s'est transformé, les talibans sont venus, il y a eu des interventions à l'intérieur de l'Afghanistan, c'est un peu compliqué quand même. Mais enfin, sur le fond, les choses ont changé beaucoup plus qu'on croit, surtout pour les femmes, surtout pour la fréquentation de l'école par les fillettes afghanes. Ça a changé, j'étais témoin de tout ça, j'ai vu tout ça. Pas assez, jamais assez, mais ça changeait un peu. Vous avez parlé des femmes qui manifestent en disant ne nous abandonnez pas, vous avez raison, il ne faudrait pas les abandonner. Mon idée, alors maintenant, il faut parler aux talibans, bien sûr, ils ont gagné, ils sont à la tête de ce pays et il faut avoir une idée de la poursuite avec les Afghans, la poursuite qu'on pourrait installer, la poursuite de nos interventions de façon le plus humaine possible, de la façon la plus humaine possible. Est-ce que cela veut dire qu'on doit continuer à penser qu'on peut exporter la démocratie par les interventions militaires? Bien sûr que ce serait beaucoup mieux s'il n'y avait pas de militaires, mais je ne me fais pas d'illusions. C'est pas vrai. À un moment donné, quand les populations sont hachées en 1000 morceaux, comme en Syrie, comment vous pouvez arrêter la guerre? Pas seulement par l'humanitaire. L'humanitaire, on ne pouvait même plus y aller. C'est de plus en plus dangereux d'aller dans les projets humanitaires. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous vous imaginez un humanitaire rêvé, neutre. Sur la neutralité, ça n'existe pas. À un moment donné, il faut être du côté des gens qui reçoivent les bombes, pas du côté de ceux qui les lancent. Non. Imposer la charia, imposer de soumettre les femmes en permanence, est-ce que c'est mieux? Non, non et non. J'étais le premier à dire, quand, au sortir de nos premières interventions en Afghanistan, dans les années 80-90, ceux qui venaient, ils viennent toujours du Pakistan, enfin, ceux-là chassaient les infidèles. J'ai dit à mes amis, et je me souviens de l'avoir dit au ministre des Affaires étrangères Chesson à l'époque, faites attention, il se prépare des lendemains difficiles.
chasser les infidèles qui venaient leur soigner leurs blessés et soigner leurs enfants, c'était quand même un signe, hein, profondément négatif. Je le savais. Je n'ai pas attendu. Alors évidemment, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai défendu la politique de mon pays. Et j'ai raconté sur l'Afghanistan qu'on avait fait beaucoup mieux que ce qu'on avait fait pas mal. Si vous voulez, ça, c'est comme ça. Alors si vous dites la vérité, enfin la vraie vérité que vous pensez, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de politique. Mais enfin, l'immense majorité des aides humanitaires ou des interventions humanitaires, ingérence si vous voulez, se passe de volet militaire. Beaucoup. Les interventions en Afrique, moi je m'occupe d'hôpitaux en Afrique où il n'y a pas du tout d'intervention militaire, dans des endroits dont personne ne se soucie, en particulier par exemple la Guinée-Conakry. Bon, la grande majorité des opérations humanitaires continuent, et elle continuera. Ça, c'est un vacarme, une agitation. C'est tellement facile de dire du mal. Vous savez, en France surtout, mais en Europe en général, on dit d'abord du mal des Américains. Et puis quand on en a besoin, on les appelle. Par exemple en Syrie, il n'y a pas eu une seule manifestation dans les rues de Paris pour demander la paix en Syrie. Les droits de l'homme sont en chute libre. Les gens se détournent des droits de l'homme qui sont devenus égoïstes, nationalistes, voire plus que nationalistes. C'est ça, la population européenne maintenant. C'est terrible ce que vous dites par rapport à ce renoncement des opinions publiques en France et en Occident en général sur les droits de l'homme, sur les valeurs humanistes, sur la démocratie, parce que la question qui se pose, comment faire que ce modèle occidental puisse devenir universel et puisse exporter la démocratie et les droits de l'homme ailleurs dans le monde si l'Occident lui-même y renonce? Que la démocratie s'exporte automatiquement avec des soldats et en l'imposant, non, j'y crois pas. La preuve, nous ne sommes pas arrivés, le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que l'avenir permettra de le faire avec une mondialisation qui serait une mondialisation humaniste. Je pourrais dire humanitaire, pourquoi pas. Mais c'est long, c'est dur, c'est difficile, mais il y a des endroits où ça a réussi quand même. Une partie de l'Afrique, maintenant, est beaucoup plus démocratique qu'elle l'était avant. Il n'y a pas que des corrompus qui achètent les votes. Ça change un peu. Bon, et ça change dans d'autres... L'Amérique latine, mon cher, que j'ai bien fréquenté aussi, était entièrement dictatoriale. Eh bien, c'est fini. Il faut croire aux valeurs de la démocratie, et les valeurs de la démocratie, nous les représentons certainement pas assez bien, mais pas mal par rapport aux autres. Faut pas se battre la coulpe en permanence. Je préfère vivre en France qu'en Chine. Moi aussi. Bon, bah, moi aussi, d'ailleurs, vous le faites. Oui. Mais non, enfin, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas mal ce qu'on fait. Bien sûr, c'est pas assez. Bien sûr qu'on devrait partager. Oui, il faut partager, mais demandez aux gens de partager. C'est une période charnière, vous comprenez. Ils ne savent pas si leur enfant trouvera du boulot. En France, je vous dis. En Europe, en gros. Et vous allez voir, ça va. Après le départ de Mme Merkel est l'héroïne de l'Europe. Elle a, du jour au lendemain, pris 1 million de migrants. L'histoire portera son nom de façon admirable, parce qu'elle l'a fait. Nous, on pense qu'ils prennent notre boulot, etc. Enfin, il y a un racisme qui monte, racisme, nationalisme, etc., etc. C'est malheureusement le mouvement qui freine l'Europe. Ce constat que vous faites par rapport à la montée de l'égoïsme, du racisme, du nationalisme, du populisme, est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a dans l'air une espèce de fascisation des esprits qui pourrait enfanter du pire aujourd'hui encore en Europe? L'extrême droite a vendu les migrants comme des ennemis. Bon, il y a des gens qui venaient se réfugier chez nous légitimement, puisque chez eux on les aurait fusillés, mais il y avait beaucoup de migrants. On n'a pas réfléchi, on n'a pas fait de débat. Enfin, fait débat, c'est très dur de faire un débat en France, hein. Mais on pouvait quand même aborder ce problème. L'idéal eût été de l'aborder à l'échelon européen, mais ça non plus, on n'a pas réussi, ou pas beaucoup. Oui, on n'a pas fait de progrès suffisant, c'est vrai. Mais en même temps, je ne peux pas dire seulement
l'appréciation négative que j'ai sur l'Union européenne, sans dire aussi qu'il y a des aspects formidablement positifs. On ne nous aurait jamais dit, dans la génération de mes parents, qu'on allait être les copains des Allemands. On ne nous aurait jamais dit que nous allions à propos de l'épidémie, de la pandémie maintenant, on allait avoir une démarche commune avec de l'argent commun qui venait de l'Europe qu'on allait rembourser ensemble. Ce sont des progrès formidables. Moi, je suis impatient, j'en voudrais d'autres. Mais demandez aux gens pourquoi ils veulent venir vivre en France. Hein. Ils vous diront que par rapport au reste, c'est pas mal. Alors il y a d'autres pays, bien entendu, le pays européen, puis même d'autres. Mais malheureusement, c'est comme pour les hommes, il y a le bon et le mauvais côté. Moi, je préfère choisir le bon, mais enfin... Encore une fois, l'exemple de Médecins sans frontières et de sa réussite me conforte. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais c'est un exemple qu'on gagnerait dans bien d'autres domaines à suivre. Alors, il y a eu le Brexit, les Anglais sont partis. Ça, c'est un échec. Est-ce qu'on continuera quand même? Oui. Est-ce que ce sera suffisant? J'en sais rien. Que voulez-vous que je réponde, moi? Moi, je fais mon petit boulot. Avec quelques réussites, et les gens pour lesquels on a installé un système de prise en charge, de soins. Ah, c'est pas la sécurité sociale. On ne se rend pas compte que dans notre pays, la France, l'Europe, pas mal non plus, mais dans notre pays, la France, avec cette pandémie, on n'a rien payé soi-même. Pas un Français a payé ni les examens, PCR ou pas PCR, ni ce qui va se passer, ni les doses de vaccins, etc. Et on a fait tout ça. C'est quand même formidable. Dans les autres pays auxquels je m'intéresse et dans lesquels je vis très souvent, plus que chez moi en France, c'est un rêve pour eux. Il n'y a même pas de système de soins. Alors j'essaie, avec mes amis, je ne suis pas tout seul heureusement, je suis avec eux, et on a cet hôpital de Kaboul. Cet hôpital de Kaboul, c'est une merveille. J'espère que les talibans ne vont pas le balayer par je ne sais quelle mesure sectaire et raciste. Parce que c'est un hôpital femmes-enfants, donc les fillettes, les petits garçons aussi, et les femmes. Femmes-enfants, ça veut dire vraiment les deux problèmes majeurs de la société civile en Afghanistan. Donc si on pouvait réinvestir, retourner avec des techniciens qui forment, encore une fois, les médecins afghans qui travaillent. Et en plus, c'est l'Aga Khan, autre musulman célèbre, qui assure le fonctionnement technique et la gérance de cet hôpital français. Ça, je crois qu'il faut s'y attacher. On ne peut pas le faire sans les talibans qui règnent maintenant sur ce territoire. Alors il faut s'arranger avec eux pour qu'ils acceptent la venue de médecins étrangers jusqu'au moment où les médecins afghans seront, et ils le sont presque, hein, je ne peux pas dire ça de façon péjorative, ils sont presque capables de faire fonctionner l'hôpital. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans cet hôpital français, quand vous alliez à la consultation, d'abord il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas d'armée. Jamais il n'a été protégé. On n'en avait pas besoin, parce que personne ne l'attaquait. Il fallait être courageux pour dire « vous ne risquez rien aux médecins et aux malades hein ». Et quand on arrivait dans la salle d'attente, on voyait les barbus qui tenaient leurs enfants dans les bras, la moitié étaient talibans, sinon plus. Mais on soignait les enfants. Et ils étaient contents, ils amenaient les enfants. Maintenant, il y a l'hôpital pour les femmes aussi. Et les femmes, on n'a pas fait de statistiques, mais elles étaient la population afghane, sans choix, mélangée. Voilà, ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'ingérence c'est plutôt une réussite. Réussie. Ah oui, c'est une réussite, formidable. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous accepteriez à nouveau d'être ministre des Affaires étrangères? Oui, parce que... Non, ça dépend. Maintenant, je commence à être un peu vieux. Hein. Et... Je demanderais plus de pouvoir, mais pas dans la Constitution française. C'est le président qui décide. Et vous ne pouvez pas en permanence vous opposer au président.
Surtout pas avec celui-là. Oh non, c'est pas vrai, la discussion était robuste, c'est vrai. Mais si vous croyez, avec celui-là, Macron? Avec Sarkozy. Oh bah non, bah Macron, c'est pas facile non plus, hein, croyez-moi. C'est peut-être plus difficile. La violence, enfin la violence, l'espèce de caractère, oui, qui faisait que j'avais des discussions, mais des discussions assez fraternelles avec le président. C'était le président. C'était plus facile, je crois. Vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui avec... Ne me faites pas, ne me mettez pas... Moi, je ne le vois jamais, le président, moi. Il est allé au Rwanda, sans m'inviter. J'étais le seul à être le témoin de ce qui se passait au Rwanda. Et pendant... Enfin, c'était 94, hein, toutes ces années, j'ai dit que la position française n'était pas bonne, que Mitterrand s'était trompé, que, etc. Il a bien fait d'aller au Rwanda. Mais pourquoi ne vous a-t-il pas... Ah ben, demandez-lui. Parce que quand on est président, eh ben on est président. Et on pense qu'on peut tout changer. Au Liban, au Rwanda, partout. C'est comme ça. Ça vous monte à la tête. Je ne parle pas du Macron seulement, non, pas du tout. Pas du tout, tout le monde. C'est la fonction qui fait ça. La fonction fait ça, c'est la Ve République, oui. Vous êtes quand même un de ceux qui, dans les organisations démocratiques occidentales, a le plus de pouvoir. Il y aura bientôt des élections en France, des élections en Allemagne et ailleurs en Europe. Et au vu de cette montée des populismes, est-ce que vous pensez que l'émergence d'un Trump européen ou d'un Trump français serait possible? Il pourrait, mais il ne le fera pas. D'abord, nous l'empêcherons. Deuxièmement, je crois au contraire que cette haine, ou en tout cas de cette détestation des élites, qui fait partie de tous les mots que vous avez cités, fascisation des esprits, ça va loin, mais oui, ça existe, mais il y a toujours eu une extrême droite en France, toujours. Est-ce que ce sera la même chose? Non, je ne crois pas. Je pense que la mondialisation telle qu'on l'a réussi ou échoué, elle va laisser la place à une mondialisation plus proche des gens, qui rassemblera les populations, surtout l'Afrique pour nous, mais l'Afrique, et le monde musulman, bien sûr, et on est loin de l'Amérique du Sud, mais tout ça représentera plus que ça ne représente. Dans les mots que vous avez cités, il y a aussi le fait que on ne veut pas qu'ils viennent chez nous. On n'a même pas réussi à avoir en Europe une position commune sur l'immigration. On va l'avoir un jour. J'y crois, moi. J'y crois. Pas très fort. J'y ai cru beaucoup plus fort que ça. Mais je crois que ça viendra parce que les jeunes générations n'ont plus d'idéal. Ils vont le retrouver, cet idéal. Et je m'aperçois combien l'évolution est surprenante, oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas d'amertume. Si c'était à refaire, on m'a reproché de mettre beaucoup de politique dans l'humanitaire. Moi, je crois que j'en mettrais plus. Je demanderais aux politiques d'être avec nous. Droite, gauche, je m'en fous. Je pense que c'est plus proche de la gauche, mais de l'idée que je me fais de la gauche. Hein. Je mettrais plus de politique à l'origine. Je ne voudrais pas... Mais je peux avoir complètement tort. D'ailleurs, j'ai complètement tort. La neutralité, c'est difficile. Devant un certain nombre d'exactions, je ne vous le montre pas, mais là, dans mon petit téléphone, j'ai des images qui viennent d'Afghanistan, où on tue des opposants afghans, hein, de façon immonde. Malgré ça, je pense qu'il y a des gens qui se mettront en travers, y compris chez les talibans. Mais je suis un incorrigible optimiste avec un fond
profond de pessimisme. J'ai vu des hommes capables de tout, du pire. Mais, encore une fois, ça fait assez chrétien tout ça, hein, mais j'ai vu aussi des hommes capables du meilleur. C'est peut-être pas les mêmes, c'est vrai, mais est-ce que je referais tout ça? Oui.